RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous, bienvenue dans le Café des Sports, votre rendez-vous hebdomadaire de Radio Foot International. Vous pouvez nous écouter à travers votre poste radio, vous pouvez nous suivre en direct grâce à Facebook Live et ensuite vous pouvez aussi nous regarder grâce à France 24. Nos invités sont déjà là et ils sont au point, j'ai l'impression. Bonjour Rémi Bono. En forme. Toujours prêt. Oui, tu vas mettre une droite, une gauche. Une droite d'abord. Une droite. Vous savez que du côté droit, Xavier Barré est faible. Maintenant, quand il penche, gauche. Et après, mais vous avez vu. Xavier, depuis que je lui ai dit ça, là, il ne fait qu'être s'inspirer. La pelouse, c'est votre lieu, mais les terrains de gauche, je ne sais pas si c'est vraiment non, votre... pas du tout, mais bon, bref, voilà. De toute façon, il y a la table pour nous séparer. C'est pas un ring, ça va mieux. Heureusement. Bonjour Alejandro Valente. Annie. Bon retour dans Radio Foot International. Dans les débats du jour, eh bien, nous évoquerons d'abord la règle du hors-jeu. Le hors-jeu, cette règle remise sur le tapis après le but de Kylian Mbappé qui a créé la polémique en finale de Ligue des Nations. L'UEFA demande un éclaircissement de cette règle pour respecter l'esprit du jeu plus que la lettre. Une réforme de la réforme, une fois de plus. Neymar ressuscité, artisan rieur de la large victoire brésilienne sur l'Uruguay, un joueur suivi à la loupe, sans doute trop. La médiathérapie, ça semble marcher, avec lui en tout cas. Alors que les voisins argentins sont, eux, sous le charme de la sélection, leur sélection, cette sélection qui a remporté la Copa América. In love, les Argentins. La vieille dame condamnée à l'exploit, si Max Allegri et ses hommes ne veulent pas être décrochés en Serie A, il faudra à la Juventus l'emporter contre l'AS Roma de José Mourinho au cours du week-end. Et bien sûr, il n'y a pas de Café des Sports sans carton, les vôtres et les nôtres. Et puis au générique de cette émission, David Finzel m'a aidé à préparer l'émission avec Pierre Guérin. Laurent Salerno est à la réalisation radio, peut-on dire, à la réalisation vidéo, Souel Kedir et Romain Ferré, ainsi que nos amis de France 24. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Mbappé était hors jeu. Non, c'est... Mbappé est déjà hors jeu, donc c'est totalement anti-footballistique cette règle. C'est pas farfelu, la règle existe. Donc l'arbitre n'a pas fait d'erreur. Non, c'est... Je suis un peu perplexe sur l'application de la lettre. La France, vainqueur de la Ligue des Nations, c'était face à l'Espagne dimanche soir. Mais les Espagnols ne s'en remettent pas. Ils crient à l'injustice. En cause, bien sûr, le deuxième but des Français, le but vainqueur, puisque le score était de 2-1, et le but de Kylian Mbappé. Les Espagnols n'en démordent pas, le jeune attaquant français était hors-jeu et le but n'était donc pas valable. Ils détruisent le football, titrait même Marca au lendemain de la finale. Nous, ici à Radio Foot, on en a beaucoup débattu durant la semaine. Est-ce qu'en Espagne, on en parle encore? Est-ce que c'est encore dans l'actualité, disons, Alejandro? Peu à peu, ça commence à s'éloigner, mais il n'y a pas que l'Espagne. Ça a été un débat qui s'est exporté au monde entier, car au-delà du sentiment d'injustice des Espagnols, beaucoup de gens s'interrogent sur la manière si particulière dont la règle du hors-jeu a été appliquée dans ce match. Exactement. Ce but était légitime, en tout cas c'est ce qu'assure le responsable arbitral de l'UEFA, l'Italien Roberto Rossetti. Il dit l'arbitre anglais, en plus un anglais, on connaît les Anglais gardiens du temple et gardiens des lois, Anthony Taylor a pris la décision correcte basée sur la règle existante et son interprétation officielle. Qu'est-ce que c'est exactement qu'est-ce qui a rendu ce but valable? Parce que c'est vrai que sur l'écran de télé, on a tous l'impression que Kylian Mbappé est hors-jeu. Mais il est hors-jeu, effectivement, mais il est dans un hors-jeu de position. Or, le hors-jeu de position a été supprimé. Je regarde le livre que j'ai écrit sur le sujet, puisque vous savez que j'avais recensé toutes ces grandes erreurs qui ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Et qui font la légende du football aussi. Oui, bien sûr, mais dont on se passe aujourd'hui. Et donc, c'est en 2004 que l'International Board a supprimé le hors-jeu de position.
C'est-à-dire que du coup, que Kylian Mbappé, là, était en position de hors-jeu, mais à partir du moment où le ballon est touché par le défenseur espagnol, il se retrouve en hors-jeu de position. Donc, depuis 2004, il n'est plus hors-jeu. Donc, quelque part, à la lettre, la règle a été appliquée à la lettre par l'arbitre anglais. Le seul problème, c'est que si Eric Garcia touche pas le ballon, là, il n'y a pas but, il est refusé parce que Mbappé est en position de hors-jeu au départ du ballon. Donc, c'est là où, effectivement, arrive l'interprétation, donc l'esprit du jeu. Et dans l'esprit du jeu, ce but aurait dû être refusé, effectivement. Parce que sinon, ça va inciter les joueurs à ne plus intervenir à partir du moment où ils savent que l'adversaire est en position de hors-jeu. Donc, ça va freiner les initiatives dans le jeu. Et c'est là où quelque part, ceux qui dénoncent l'interprétation de cette règle ont raison. Parce que Eric Garcia intervient, s'il n'intervient pas, il n'y a pas but. Oui. Alors justement, l'UEFA, ces dernières heures, tout d'un coup, à la fois a dit le but était valable, mais en même temps réclame la modification de cette interprétation peut-être. Ce cas nous montre que l'interprétation actuelle de la loi semble être en conflit avec l'esprit de la loi. Elle a pris contact avec les instances, donc l'International Board notamment, qui doit se réunir le 27 octobre prochain. Rémi Ngono, est-ce que vous pensez que ce but va peut-être déclencher quelque chose et que le board, le fameux groupe qui est gardien des règles, va pouvoir décider quelque chose aussi vite? Ce sont les événements footballistiques qui provoquent, parce que vous savez que l'International Board, justement, en 1832, se disait que le football devait rester là. Et puis finalement, on se retrouve quand même avec des lois qui ont eu beaucoup de temps à changer, ne serait-ce que la règle même de l'arbitrage. C'est-à-dire que les arbitres étaient dans des tribunes avant que les arbitres ne décident au départ, il n'y avait même pas d'arbitre voilà. à la création Donc, du foot. Après, il y a eu l'autre arbitral. Donc maintenant, lorsqu'on regarde quand même les événements, on va dire que chaque fois qu'il y a eu un scandale quelque part, par la suite, il y a eu des modifications. Mais elles ne sont pas arrivées si tôt. Parce que vous savez, par exemple, qu'on a longtemps nous-mêmes revendiqué, par exemple, l'arbitrage vidéo. Et pourtant, la FIFA appliquait cela. Parce que vous voyez en 94, oui, la FIFA appliquait ça en 94. Lorsque vous voyez par exemple sur le quart de finale de la Coupe du Monde entre l'Espagne et l'Italie, eh bien, le coup sur Enrique, eh bien, est puni seulement par la commission des disciplines, c'est-à-dire directement, oui, justement, après c'est-à-dire qu'ils ont regardé, avec la vie. Nous étions en 94 et on a cru qu'on allait changer parce que là, les gens ont commencé à faire de la pression, qu'on devrait apporter d'autres instruments. Mais il a encore fallu, même le coup de tête de Zidane, en 2006, là encore, la sanction est venue plus tard et tout. Et c'était l'assistance vidéo. Mais maintenant, ça a pris beaucoup de temps pour pouvoir revenir là. La dernière modification, vous pensez quand que même. Là, il faut agir tout de suite? On ne peut pas agir tout de suite parce que la dernière modification, c'est il y a de cela 8 ans. La dernière modification. Donc, à une certaine... Oui, il y a 8 ans, Xavier Barré, tu sais, tu as ton livre, mais tu ne sais pas le lire. Non, mais tu viens le lire à l'antenne. J'attends de savoir de quoi tu vas parler, surtout. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Non, je voudrais dire que... Il y en a tous les ans. Hein. Le problème, c'est que lorsqu'il y a trop de modifications, c'est à peu près comme une soupe. À force d'y mettre du sel, et finalement, elle se gâte. Donc, finalement, parce qu'il y a la confusion. La preuve, Didier Deschamps n'était pas au courant de cette modification, de telle sorte que... Et combien de fois... Donc, voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut véritablement positionner des règles qui peuvent avoir une certaine pérennité et non des règles caméléonesques qui changent selon les humeurs. Oui, alors il faut quand même préciser ce que vient de dire Rémi Ngono parce que par exemple l'assistance vidéo, elle a été intégrée en 2018, juste avant la Coupe du Monde, par la volonté de la FIFA qui a un peu imposé ça à l'International Board. L'International Board se réunit à une session annuelle où il entérine les modifications. Mais souvent, il travaille sur ces modifications des règles du jeu. C'est le 27 octobre. Non, mais le 27 octobre, ils prendront aucune décision parce que ce sera de toute façon à l'Assemblée plénière du mois de mars. Donc, par contre, en revanche, ils peuvent inscrire ça au programme de la prochaine Assemblée. Étudier le dossier. Mais là, ce à quoi faisait Rémi Ngono, allusion Rémi Ngono, à mon avis, c'est pas les règles, les fameuses lois du jeu, c'est les règles
d'interprétation que le board édicte avec la FIFA à l'attention des arbitres. Et ça, il y en a régulièrement. Et depuis l'arrivée de l'assistance vidéo en 2018, il y a eu régulièrement, effectivement, l'histoire des mains, notamment pour les mains. Donc ça, effectivement, ils ne sont pas soumis au même formalisme que pour faire modifier les lois du jeu. Alors Alejandro Valente, en plus, quelques jours après, il y a eu une indiscrétion qui est devenue publique et mondiale, celle de Arsène Wenger, qui en ce moment travaille beaucoup apparemment, en dehors de sa Coupe du Monde tous les 2 ans. Et là, lui, il a eu cette phrase donc, en disant « Il y a de fortes chances que le hors-jeu soit automatisé en 2022 ». Je suis tenu au secret, mais ça sera la prochaine et grande révolution. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on va automatiser le hors-jeu? Je pense que ce qu'on va essayer d'automatiser, c'est le fait de déterminer de façon très rapide si un joueur est en position de hors-jeu ou pas. Après, je pense que ce sera toujours à l'arbitre de décider si cette position de hors-jeu est positionnelle, comme l'expliquait Xavier tout à l'heure, ou si elle fait partie d'une action de jeu et doit être sanctionnée. Parce que le problème du hors-jeu, ce n'est pas de savoir si un joueur est hors-jeu, mais de savoir s'il faut sanctionner le hors-jeu. Et tout ça dépend des interprétations. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, on voit qu'il y a plutôt un problème de texte, de rédaction. Mais il y a même un problème de langage, parce que là, même votre français, là, moi-même, je ne comprends plus. Et avec Xavier Barré, une position de hors-jeu positionnel. Papa. C'est le hors-jeu position de hors-jeu positionnel. Et c'est pour ça que je dis, il y a trop de... C'est des interprétations, c'est même des langages abusifs qui peuvent même conduire au pléonasme. C'est plus une interprétation, c'est une règle. Parce que ce que tu as dit, position de hors-jeu positionnel, je reste là, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Position de hors-jeu positionnel, on fait comment? C'est très simple. Sur le but de Mbappé contre l'Espagne en Ligue des Nations, et on a vu l'image tout à l'heure à l'écran pour ceux qui nous suivent sur Facebook Live ou sur France 24, au départ du ballon, il est en position de hors-jeu. Positionnel. Donc il est en position de hors-jeu. Mais comme ce ballon est retouché par le défenseur, du coup, le défenseur le remet dans le jeu et il n'est plus hors-jeu. Donc si le défenseur n'avait pas touché le ballon, il aurait été hors-jeu et le but n'aurait pas été accordé. Moi, je pense que la réforme à laquelle fait allusion Wenger, c'est surtout une évolution technologique, comme on en a eu avec la technologie sur la ligne de but, la goal line technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, avec le Hawkeye qui est appliqué dans le tennis, on sait tout de suite si un service est pleine ligne ou s'il est en dehors, ou s'il est out. Donc, on peut penser que maintenant, avec les systèmes de caméra qu'ils ont... mais avec ça ne va pas résoudre ce problème. Avec les systèmes de caméra qu'ils ont... Ça ne va pas résoudre ce problème, parce que sur ce problème, on voit bel et bien que Mbappé est hors-jeu. Mais sauf qu'il y a maintenant une interprétation dont la ligne, ce n'est pas l'appareil, ce n'est pas l'instrument technologique qui va interpréter. L'interprétation est humaine, Xavier Barré. Je suis d'accord avec toi là-dessus. La seule chose, c'est que parfois, ils mettent 4 minutes avant de voir s'il y a vraiment hors-jeu ou pas. Je pense qu'avec les moyens technologiques dont on dispose aujourd'hui, et je pense que les stades au Qatar seront équipés en conséquence pour la phase finale de la Coupe du Monde, on peut avoir des appareils qui donnent instantanément la position du joueur pour savoir s'il est hors-jeu ou pas, et donc gagner du temps et réduire ces périodes où on attend que l'assistance vidéo tranche. Alejandro, est-ce qu'on peut clarifier ou simplifier cette interprétation et cette règle? Je pense qu'il suffirait de la rédiger de façon un peu plus précise et de clarifier certains aspects des consignes qui sont données aux arbitres dans leur application pour éviter ça. Je pense que... Hors-jeu, derrière le défenseur, on est hors-jeu. C'est simple. Et tout le monde... mais si on est remis en jeu... Mais pourquoi est-ce que ces gens sont en train de vouloir dire... Vous êtes hors-jeu. C'est exactement comme quelqu'un qui est hors du stade et finalement on dit non. Comme vous avez mis le ballon, lui, le ballon est parti le trouver dans les tribunes, alors il est remis en jeu. Hors-jeu veut dire qu'on n'est pas dans le jeu. D'accord, vous êtes clair. Alejandro, est-ce que nos auditeurs ont compris toute ce lexique et tous ces mots? Le débat semble passionner les auditeurs. Alors, par contre, il y en a pour tous les goûts, personne n'est d'accord. Et il y a peut-être l'un d'eux, Chiki Kamara, qui résume parfaitement la situation. Il dit « Il y a hors-jeu quand ça nous arrange et pas hors-jeu dans les cas contraires. » En préparant l'émission, on reconnaissait que le hors-jeu de Lukaku sur la demi-finale, dans le France-Belgique, ça nous a surpris, mais ça nous a arrangé. Pointilleux. Voilà, mais ça a arrangé l'équipe de France. Voilà, ça a arrangé, mais en tout cas, il était, paraît-il, clair. Voilà pour ce qui est, en tout cas, de cette règle de hors-jeu. Je suppose qu'on y reviendra bientôt. Il n'y a pas eu de hors-jeu dans les matchs en Amérique du Sud, en tout cas qui ont fait polémique dans les éliminatoires, mais on va quand même s'arrêter sur ces matchs en Amérique du Sud. Está tudo bem. Não está tudo bem.
Sentimento de tristeza. Ça baigne. Tudo baigne. Estão no topo. Je suis au top. Ouais, enfin, ça va moyen. Heureusement qu'il y a la sélection. Et meu amigo Messi. Mais parfois, às vezes, j'ai la saudade. Vous avez entendu, hein, c'est notre Neymar à nous. Je vous révèle son nom, il s'appelle Pierre Guérin. Et c'est vraiment notre acteur polyglotte numéro 1 dans notre équipe de Radio Foot. Alors il a joué et il a marqué. Surtout Neymar a illuminé le match et les commentaires de la rencontre Brésil-Uruguay. C'était hier soir, ou cette nuit d'ailleurs. À Manaus, dans la torpeur. Oui, en plus, il y a des fuseaux horaires au Brésil, dans la torpeur ou dans la moiteur tropicale en pleine forêt amazonienne. Alors déjà, à l'entraînement, il avait sorti sa palette technique, notre petit Neymar. Il avait déjà régalé ceux qui venaient voir l'entraînement dans cette victoire 4-1. Le Brésil, d'ailleurs, est largement en tête de ses éliminatoires avec 31 points en 12 matchs. Il y a eu un match nul et uniquement des victoires. Mais revenons à notre Neymar, le Ney, qui a retrouvé de l'énergie et son talent grâce... Alors nous, on a eu l'impression que c'était grâce à sa thérapie express, sa médiathérapie, comme on l'a appelé entre nous. À la veille du match, il avait étonné tout le monde en annonçant que la prochaine Coupe du Monde serait sa dernière Coupe du Monde, lui qui a seulement 29 ans. Est-ce que vous aussi, Xavier Barré, vous avez été étonné? Et est-ce que surtout le fait d'avoir vidé son sac l'a libéré? Alors, qu'il annonce comme ça que c'est sa dernière Coupe du Monde, bon, c'est pas la première fois qu'il y a des joueurs comme ça qui annoncent, ben voilà, c'est la dernière, et puis parfois qui reviennent sur leurs décisions. On a eu le numéro avec Zlatan à 3 reprises déjà, hein, qui est parti, revenu, reparti, revenu. On le rappelle voilà. des Bon, fois, il revient pas sur ça. Oui, enfin, il se fait rappeler, hein. voilà. Bon, et finalement, il revient pas d'ailleurs parce qu'il est blessé, voilà. Donc, en ce qui concerne Neymar, moi, je suis assez perplexe. Bon, d'abord, cette interview, je crois, elle a été réalisée il y a déjà quelques semaines. Donc, elle n'était pas tout à fait en phase avec la réalité du moment. Mais était surtout... en phase avec sa réalité de début de saison. Effectivement, ce qu'il ressentait à ce moment-là. Et franchement, sur le match d'hier, notamment contre l'Uruguay, il a été très bon. Alors, est-ce que il avait été moins à Paris... bon contre la Colombie. Oui, il a été moins inspiré. Mais est-ce que son début de saison au Paris Saint-Germain, effectivement, l'a un peu contrarié. L'arrivée de Messi, qui effectivement lui fait un peu beaucoup d'ombre. Les tergiversations de Mbappé. Est-ce que lui, qui est habitué à jouer les premiers rôles, ça le contrarie un peu dans son ego, dans sa fierté, dans sa personnalité? Peut-être. Mais c'est vrai que moi, franchement, sur ce que j'ai vu avec la sélection brésilienne, je ne trouve pas tellement de raison de s'inquiéter sur son état d'esprit. Non, mais alors, le fait qu'il ne soit pas là, c'est pas la première fois, on va l'écouter, Neymar. C'était dans une interview donnée en 2016, où déjà, il s'était un peu épanché quand on lui reprochait son mode de vie. Eu não sou nenhum cara perfeito. Je suis pas un gars parfait, mais j'aime aussi sortir, m'amuser avec mes amis. J'ai ma famille, j'ai mes amis, donc pourquoi je pourrais pas sortir? Pourquoi je pourrais pas aller en soirée? Je crois qu'il n'y a pas de pourquoi. Je peux, oui, et j'y vais. Peu importe, si j'ai conscience de mon devoir le jour suivant, je vais sortir, je vois pas où est le souci. C'est ma vie privée. Maintenant, sur les terrains, c'est différent. Une fois que je suis sur le terrain, j'y suis à fond. J'essaie toujours de faire de mon mieux. Je fais mon maximum. Je finis par faire des erreurs, en effet, comme j'en ai déjà fait plusieurs fois, et je vais encore faire des erreurs. Ça, c'est normal pour un être humain. Alejandro, ces confessions, par moments comme ça, il se libère, on dirait, Neymar. Est-ce que c'est un enfant gâté? Ou est-ce que qui fait un peu la pleureuse, et on lui est déjà souvent reproché pour ce qui est de tomber dans la surface de réparation, mais où est-ce qu'il y a de la sincérité et qu'il y a aussi un poids énorme? On sait que depuis qu'il joue au Santos et depuis à peu près son adolescence, depuis ses 15-16 ans, il est suivi à la loupe dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il a envie de faire. Je pense que c'est quelqu'un qui a logiquement une pression très forte parce que c'est un joueur exceptionnel, mais en plus, il ajoute à la pression qu'il subit celle qu'il s'émet, c'est la pression qu'il s'émet lui-même, parce que souvent, il se fixe des objectifs qui sont extrêmement ambitieux, et après, il est obligé de les assumer. Donc, et puis, on peut quand même reconnaître que par rapport à d'autres joueurs exceptionnels comme Cristiano Ronaldo ou Messi, par exemple,
il n'a pas la même, je dirais, hygiène de vie. En tout cas, il n'a pas la même prudence. Il ne sacrifie pas... Et pas la même régularité, non? Voilà, il ne sacrifie pas son envie de s'amuser sur l'autel de la performance. Et ça, évidemment, quand on avance en âge, ça devient de plus en plus compliqué. Et il pouvait faire des choses à 24 ans qu'il ne peut-être peut plus faire en faisant la fête à 30 ans. Et c'est pour ça que je pense qu'il s'interroge sur le futur de sa carrière, parce que on est parfois... on se demande parfois si on ne va pas avoir une répétition de ce qu'a été la fin de carrière de Ronaldinho, par exemple. Oui, justement, Rémi, il n'est pas le premier non plus à hésiter comme athlète, hein, même pas seulement footballeur, mais entre la vie privée un peu animée et puis les performances. Est-ce que Neymar, pour vous, c'est son frein, justement? Le frein au fait d'être meilleur ou... Il a cité, elle a refait tout de suite Ronaldinho. Cela n'a pas empêché Ronaldinho d'avoir un ballon d'or au moins, c'est d'être exceptionnel, Mais d'être le joueur il qui a n'a pas été remporté. jusqu'à 36 ans comme pas Non, Messi il et ne pouvait pas, il ne Cristiano pouvait à pas. l'époque. Sauf que la carrière de Neymar, il faut quand même se dire que les Ronaldinho ont été même découverts un peu tard, mais Neymar, à 13 ans, était déjà convoité par le Real, qui faisait déjà la bagarre avec le Barça. Et en 2015, j'étais convaincu moi-même que c'était l'heure de Neymar, puisque Messi s'était blessé. Et pendant 2 mois, on a vu Neymar qui a porté le Barça avec 8 passes décisives et que justement, il y avait 83% de victoires avec Neymar. Donc, à ce moment-là, en 2015, on parlait d'un ballon d'or. On dit Neymar, c'est celui qui vient mettre Messi et Cristiano Ronaldo au banc. Le résultat, aujourd'hui, c'est qu'on ne cite même plus Neymar parmi les 10 premiers au Ballon d'Or. Donc, pour moi, aujourd'hui, et même quand je vois ces statistiques, comment est-ce que ça évolue, oui, il marque beaucoup, il a marqué son 70e but, mais en même temps, oui, il y a eu 2 passes décisives, oui, ça lui fait déjà une cinquantaine. Donc, mais cependant, s'il est décisif sur toutes les 79 minutes, moi je dis, j'ai vu son aîné Ronaldo, qui, bien évidemment, à la Coupe du Monde, pouvait porter le Brésil et a d'ailleurs marqué 8 buts. Donc, il était décisif toutes les 69 minutes. Aujourd'hui, quand je vois Neymar qui est en train de célébrer, qu'on est en train de célébrer après un match contre l'Uruguay, eh bien, demain ou après-demain, il sera encore blessé. Après, il va encore retomber. Donc, pour moi, aujourd'hui... Son problème, c'est dans la tête? Son problème, c'est non seulement dans la tête, mais elle refait quand même dit, c'est-à-dire que c'est là, au niveau du suivi de performance, c'est-à-dire que Neymar, c'est comme, comment est-ce que je peux dire, c'est comme un lézard. C'est-à-dire que le lézard, en saison, quand il y a le soleil, il vous dit, je vais construire la maison. Quand arrive la pluie, le lézard n'a pas construit de maison et il dit, ce sera la saison prochaine. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et finalement, le lézard n'a jamais construit de maison. C'est comme ça Neymar. Neymar, on l'attend, mais Neymar, finalement, c'est un tétard. C'est-à-dire que dans son étang, le tétard ne peut devenir que grenouille. Pas plus, jamais hippopotame. Moi, je ne vois pas Neymar devenir l'hippopotame qu'on attend. Je l'attends toujours dans sa petite mare. Bah effectivement, comme l'a dit El Jefe, c'est problème d'hygiène de vie. Ce qu'il faisait à 25 ans quand il allait à Rio fêter le carnaval et puis il revenait, il était toujours aussi performant. À 30 ans, c'est plus compliqué parce que voilà, il est. Et il les a pas les 30 ans. Et il les a pas encore. Mais donc forcément, si ça se trimpe pas, et on le voit, c'est la même chose pour Eden Hazard. Si ça se trimpe pas à cette hygiène de vie qu'ont Messi et Cristiano Ronaldo, effectivement, il n'y arrivera pas. Alors le Brésil, dans cette classification pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde, est suivi de très près par l'Argentine qui devrait bientôt, elle aussi, décrocher son billet. Elle a gagné contre le Pérou sur le but de 1-0. Mais cette Albiceleste a enregistré 25 matchs sans perdre. C'est un peu une surprise, sans doute, même pour les Argentins, parce que le sélectionneur n'est pas forcément quelqu'un de très connu. Et d'ailleurs, Alejandro Valente, il y a une chose un peu... Les Argentins font de nouveau acte un peu d'allégeance. Ils sont sous le charme de cette sélection albiceleste. Et ça faisait longtemps que ça n'arrivait pas. Ah oui, ça faisait longtemps parce que je pense qu'en 2014, bon, l'Argentine est arrivée en finale des Coupes du Monde. Il y avait un certain engouement, même s'il y avait toujours quelques réserves. Après, il y a eu les 2 finales des Copa América que l'Argentine a perdu au tir au but. Et ça avait créé un désamour par rapport à l'équipe. On a essayé de la ressusciter
en Russie, mais on a vu que ça ne marchait pas. Et à ce moment-là, la sélection touchait presque le fond. Et on a nommé un inconnu, Lionel Scaloni, comme sélectionneur de cette équipe, car les grands entraîneurs argentins ne se précipitaient pas pour s'en occuper. Et cet inconnu a réussi, à force de tests, à force de modestie, etc., à bâtir un groupe qui a réussi à remporter la Copa América. Et à partir de là, toute cette envie de voir l'équipe nationale s'est libérée. Et aujourd'hui, les Argentins, même quand l'Argentine joue mal, comme c'était le cas hier soir face au Pérou, mais elle a gagné quand même, les gens étaient ravis, étaient contents, ils fêtaient cette victoire. Et puis il y a quelques têtes qui dépassent dans ce groupe aussi. Il y a quelques joueurs emblématiques, charismatiques qui plaisent aux Argentins. Il y a Lionel Messi, dehors de Messi, en dehors de Messi, il y a surtout... Je me doutais que vous alliez le citer, mais je pensais à d'autres. Mais il y a effectivement, dans l'entrejeu, il y a des joueurs qui brillent, comme Lo Celso et surtout De Paul, qui est le joueur de l'Atlético Madrid. Il y a Lautaro Martinez, l'attaquant, et surtout aujourd'hui les gardiens, Emiliano Martinez, qui est le gardien d'Aston Villa, qui s'impose comme vraiment un grand gardien. Et hier soir, il a encore prouvé en provoquant la nervosité d'un joueur péruvien au moment de tirer un penalty, et le penalty est allé dehors. Donc aujourd'hui, ce gardien est devenu extrêmement populaire et très, très aimé du public. Et bon, l'Argentine, comme le Brésil, ils sont virtuellement déjà qualifiés, même si mathématiquement, ce n'est pas le cas. Les deux équipes sont invaincues, elles vont se retrouver le mois prochain et ça va être intéressant. Et le match aller qui n'a pas eu lieu? Le match aller n'a pas eu lieu, mais on ne sait pas s'il aura lieu. D'ailleurs, la FIFA n'a toujours pas décidé ce qui va se passer avec ce match annulé au bout de 5 minutes au Brésil. Là, ils vont se retrouver en Argentine et on espère qu'on ira jusqu'au bout. Bon ben voilà, en tout cas pour ce qui est de ces équipes. Juste, Xavier, évidemment, le Brésil, l'Argentine, c'est des candidats potentiels et permanents. Pour la victoire finale en Coupe du Monde. Oui. Le Brésil, oui, sur ce qu'ils nous montrent dans ces éliminatoires, puisqu'ils ont tout gagné, ou presque. L'Argentine, El Jefe lui-même l'a dit, hier contre le Pérou, j'avais vu le match, c'était quand même très moyen. Alors, ils gagnent 1-0, mais... ils ont gagné la Copa América cette année. Le Pérou manque un penalty, oui, bien sûr, mais je ne les vois pas là, pour le moment, candidats au titre mondial. Il faut rappeler que les 4 dernières Coupes du Monde ont été gagnées par des pays européens, et actuellement, je pense que la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique sont au-dessus des sélections sud-américaines, à l'exception du Brésil. Ils ne veulent surtout pas être favoris, parce que ça leur réussit rarement, donc ils disent on est en dessous de la France, de l'Espagne, le Brésil, etc. On va y aller modestement et ils espèrent aller jusqu'au bout, comme en 2014, où ils ont passé tout près du titre. Rémi, les deux sélections sud-américaines, c'est des habitués de la Coupe du Monde et on ne les imagine pas en dehors. On n'imaginait pas l'Italie en 2018 même. On peut dire, c'est ça. C'est vrai que le Brésil est beaucoup plus consistant parce que ce Brésil aujourd'hui, il est beaucoup plus efficace. Ça rappelle celui de Dunga. C'est-à-dire que c'est un Brésil qui est très efficace sur le plan défensif, qui encaisse moins de buts et qui peut être très dangereux lorsqu'il percute. Ce n'est pas le Diogo Bonito qu'on disait. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. C'est pas le Brésil de Pereira, c'est pas le Brésil. Mais c'est un Brésil qui est consistant et qui aligne quand même des performances qui sont de plus en plus convaincantes et qui est solide au milieu du terrain, à la défense et sur toutes les lignes presque. Donc pour moi, ce Brésil-là vaut plus que l'Argentine qui vraiment bricole, rafistole, mais parvient quand même à tenir. Bon, bravo Alessandro Valente parce que au moins vous êtes sûr que vous allez atteindre les 16e de finale de la Coupe du Monde. En tout cas, Ralph Mirimo, un de nos auditeurs, dit qu'il aimerait bien un proverbe africain de Rémi concernant l'équipe d'Argentine. Oh là. Non, je vais laisser réfléchir en disant, en attendant qu'il y a eu un Brésilien qui s'est illustré la nuit dernière et qui joue à Leeds avec Marcelo Bielsa. Et effectivement, c'est Rafinha qui a marqué 2 buts. Un proverbe, Rémi, non? Ça vient pas? Non, pour l'Argentine, il n'y a pas de proverbe. Parce que si je parlais là, ce sera contre Messi. Bon, alors je veux être gentil aujourd'hui. On continue. On a choisi un des rendez-vous du week-end sur les terrains européens. Un rendez-vous qui est fixé à dimanche soir sur la pelouse de la Juventus Stadium à Turin. Un certain José Mourinho y sera aussi. Gagner n'importe peu.
c'est la seule chose qui compte. Oui, c'est toujours Pierre Guérin, mais là, c'était pour la devise de cette équipe de la Juventus de Turin. Objectif, vittoria, comme on dit en italien. Une vieille dame à la peine, on l'a vu depuis le début de saison, et sommée cette fois de l'emporter. Elle qui pointe à la 7e place du championnat d'Italie. Les Bianconeri recevront donc les hommes de José Mourinho, la AS Roma, des Giallorossi, qui ont eux aussi un petit coup de mou, si je peux me permettre, depuis quelques matchs. Ils ne sont plus que 4e. À un moment, ils avaient même été premier. Si cette Juventus veut avoir des ambitions cette saison, Rémi, il faut qu'elle se mette à gagner quand même et à aligner les victoires, non? Ah ouais, c'est facile à dire, tout le monde veut gagner. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui... Dybala revient en plus. Oui, mais pas vous savez... sûr, hein. Non, qu'on dise il est annoncé. Oui, Dybala, c'est pas le joueur qu'il faut et c'est pas un buteur patenté parce qu'aujourd'hui, on dit, par exemple, lorsque vous avez Morata, on nous a dit qu'ils allaient bien remplacer Cristiano Ronaldo, on nous a dit que qu'ils étaient la superstar qu'on attendait, on a même repris Keane. Aujourd'hui, ils disent qu'ils veulent maintenant renforcer sur le plan offensif, mais je crois que cette Juve a d'abord un problème aussi, c'est-à-dire que ce n'est plus la Juve qui avait une assise défensive parce que aujourd'hui on se rend quand même compte qu'ils ont déjà encaissé 10 buts, c'est beaucoup, ils n'en ont inscrit que 11, c'est petit, et je crois que aujourd'hui l'effet Cristiano Ronaldo est bel et bien là, comme le dit un proverbe africain, c'est quand on jette le vieil habit qu'on reconnaît son utilité quand arrive le froid. Xavier, est-ce que cette Juve n'est plus performante cette année uniquement parce qu'il n'y a pas Cristiano Ronaldo? Non, c'est parce qu'elle est en phase de reconstruction. Et il y Ça a eu fait quand même plusieurs saisons qu'on il y parle a eu de 3 reconstruction. entraîneurs en 3 ans. Mhm. Puisqu'il y avait Sarri. après il y a eu Pirlo. Maintenant, on a Allegri qui revient. Et Allegri, il faut qu'il retrouve ses marques, puisqu'en plus, il n'entraînait même plus ces derniers temps. Il était chez lui tranquillement. Donc, il faut qu'il retrouve ses marques. Il retrouve effectivement des joueurs qui ont fait sa force, notamment Bonucci, Chiellini, mais qui ont pris entre-temps 4, 5 ans de plus. Donc forcément, il faut qu'il adapte un peu son équipe, il faut qu'il l'adapte aux exigences du jeu de maintenant, il faut qu'il l'adapte aussi avec des nouveaux joueurs. Ça a tant changé ? Oui, parce que ce qui avait fait le succès de la Juve il y a une petite dizaine d'années, avec cette défense hyper renforcée et cette efficacité en contre, aujourd'hui, on sait bien que ça suffit plus, ce jeu. Donc il faut qu'il fasse évoluer le jeu de cette équipe. Pour le moment, ni Sarri ni Pirlo n'ont vraiment réussi. Lui, il a plus de bouteilles, plus de crédit, et espérons surtout qu'il ait un peu plus de temps pour y arriver. Alejandro, justement, Max Allegri, il est un peu contesté, je dirais, sur et en dehors des terrains, là. Absolument. C'est un entraîneur qui n'est pas porté par... La page people d'Alejandro Valente. Page people, non. Disons qu'il a quelques problèmes sentimentaux qui ont pas plu à la presse du cœur en Italie, mais c'est surtout les problèmes sportifs. Et là, il y a plusieurs joueurs sud-américains qui vont arriver de manière très juste pour ce match qui a lieu dimanche. Donc, ils pourraient éventuellement jouer, mais ça va être juste. Dybala, on ne sait pas dans quel état il est. Morata est hors-jeu pour ce match. Donc, évidemment, il y a des soucis pour cette équipe de la Juventus voilà l'autre on cherche qui doit le changer. Rabiot, pour ceux qui nous voient, il y a une photo de Rabiot dans le studio. Il doit affronter la Roma et puis la semaine prochaine l'Inter avec au milieu un déplacement en Russie. Donc c'est pas une semaine simple pour la Juventus. Et ça peut peser sur la suite de la saison. Oui, surtout qu'on se souvient de la saison dernière. Elle avait terminé tout juste à la 4e place pour disputer la Ligue des Champions. Et c'est vrai que c'était compliqué l'année dernière et que ça reste compliqué. Autre rendez-vous intéressant de ce week-end, si vous voulez le noter dans vos agendas. En Allemagne, il y aura un Bayern entre Leverkusen et Munich, qui sont co-leaders de la Bundesliga. On a en Angleterre un Brentford-Chelsea. Et puis, on a en Ligue 1, nous aurons un Lyon-Monaco. Et ça sera donc dans le championnat de France. Le football, on parle beaucoup des joueurs, on parle aussi des entraîneurs et parfois, on peut même parler d'hommes politiques. Alors, on ne
connaît pas bien les maillots, on ne connaît pas non plus tous les joueurs qui étaient sur cette pelouse hier, mais qui portaient le maillot du Variety Club de France. C'est un club, vous le savez, qui existe maintenant et qui les fêtait d'ailleurs depuis un demi-siècle. Il fêtait ses 50 ans, orchestré par notre ami et confrère Jacques Vendroux. Et parmi ceux qui ont chaussé les crampons durant ce match de gala, eh bien, il y avait un certain numéro 3 dans l'équipe People, orchestré par notre confrère. C'était le président Emmanuel Macron, qui jouait en milieu de terrain, aux côtés de Rudy Garcia. Derrière, il y avait Christian Carambeu, il y avait aussi Laure Boulot sur les côtés. Une fille dans l'équipe. C'était pas la parité, mais bon, on pourra s'en approcher peut-être un jour. Et puis, il y avait Sonia Anderson. Qui a provoqué le pénalty. Ouais, en plus. Rémi, ils ont gagné 6-1. Alors, bon, on passe sur le score, mais les hommes politiques, quand ils se prêtent à ce genre de jeu... Alors, à chaque fois, c'est caritatif. On va citer d'autres exemples. C'est souvent dans des buts caritatifs. On les voit derrière vous ou derrière nous. Le président Valéry Giscard d'Estaing, lui, il était en campagne quand même en 1973. Il avait joué au foot. Il y avait François Hollande, mais à l'époque, il n'était pas encore président. Il jouait avec l'équipe de l'Assemblée nationale. Et puis, on a eu donc le président Macron. Est-ce que c'est une prouesse sportive? C'est pour séduire les électeurs? Ah oui, mais le sport, c'est l'opium du peuple. Il faut le savoir. Depuis l'ère, d'ailleurs, on a pu le voir aujourd'hui. On n'est peut-être pas dû. Je crois que... Ah oui, vous savez d'ailleurs qu'il y avait un président en Afrique qu'on appelait Mobutu Sese Seko, qui d'ailleurs, avant de devenir président, il aimait bien aller au stade. Et surtout, on connaît Thomas Sankara, qui était très très fort en ce qui concernait avec Blaise Compaoré. Ils allaient toujours au stade. Et puis, il y a un président qui s'appelle Jean Jouet, d'ailleurs. Il y a un président, oui. Mais lui, il a joué avant. Donc, le sport, ça permet justement non seulement d'attirer un électorat jeune, mais surtout de paraître plus proche du peuple. Parce que le temps que Emmanuel Macron soit auprès des enfants, auprès des coéquipiers, vous avez vu, il a cherché à taper les mains à tout le monde. C'est une symbolique d'union, d'humilité. Et tout. Les enfants, ils ne votent pas encore. Non, mais attendez, c'est l'image qui est véhiculée. Parce que même quand on va, par exemple, donner des fleurs à un malade ou bien à un enfant, vous savez que les électeurs qui voient, ils voient en vous un regard, ils ont en vous un ange qui est devant eux, qui peut faire beaucoup de choses. Et puis voilà, en même temps aussi, beaucoup de dictateurs utilisent souvent ce sport-là pour s'imposer. Bon, peut-être, je vais prendre le cas, vous voulez que je vous cite le cas du Burundi. Ah bah oui, Pierre Nkurunziza. Ah oui, justement, Pierre Nkurunziza, lui, c'était un joueur de deuxième division. Mais il était prof de sport, je crois aussi. Oui, il était professeur de sport. Et puis finalement, quand il fait le maquis, lui, avant d'attaquer l'armée, il avait créé un stade au milieu de la forêt où il pouvait jouer avec ses camarades avant de lancer l'assaut. Maintenant, quand il est arrivé au pouvoir, non seulement il a fait 11 stades, dont un dans son village, mais surtout, il avait créé son équipe de football qui s'appelait le FC Alléluia. Donc, ça reflétait déjà qu'il est Dieu au-dessus. Il ne faut pas le toucher. Donc, justement, il ne fallait pas toucher Pierre Nkurunziza avec FC Alléluia. Et du coup, il avait été, pour un match... Il avait été taclé? Il avait été taclé par des réfugiés congolais qui avaient été recrutés. Et finalement, parce que lui, c'était... D'ailleurs, jusqu'à présent, il détient le record du Burundi. Il a marqué au moins 1000 buts. Interdit d'empêcher au président de marquer. Interdit d'arrêter. Parce que si vous arrêtez deux de ces tirs, c'est la prison. Et d'ailleurs, justement... En tout cas, il avait fait effectivement emprisonner ces deux personnes. Regardons quelques images à travers le monde de ces politiciens qui aiment bien s'exhiber. Alors d'abord, on a eu le président, on se souvient, nous, ici, en 2014, de Evo Morales. C'était le président de la Bolivie. Alors lui, il avait joué à Santa Cruz, mais regardez, il a un très mauvais geste à un moment sur un de ses adversaires. Alors, il n'a pas eu de carton rouge, je pense que c'est parce que ce jour-là, il était encore président. Et du coup, il a échappé à la sanction, mais c'est vrai que c'était pas très fair-play. Comme le dit un proverbe africain, voilà, on ne pouvait pas lui donner le carton rouge, puisque le proverbe africain dit « le chien n'aboie pas contre son maître ». Et puis alors, on a eu aussi Boris Johnson qui a joué... Alors, à l'époque où il était maire de Londres, Boris Johnson, alors lui, il avait donné un tacle incroyable. Si vous pouvez le voir, et même le commenter, Xavier Barré, ce tacle. On est en Angleterre, donc c'est le pays un peu Benny Hill, mais
fighting spirit, Pour total mais ça, c'est pas un engagement. tacle. C'est un taureau, c'est un taureau qui fonce sur quelqu'un, donne un coup de tête, mais attendez, c'est pas Ça possible. rappelle quelqu'un. Ouais. Non. Lui-même, il pouvait avoir... Avec moins de style. C'était en 2008, donc effectivement, c'était après le coup de tête d'un certain... Zidane En quelques secondes, Xavier, c'est de la com facile. On est à quelques mois maintenant de la présidentielle où il ne fait aucun doute que Emmanuel Macron sera de nouveau candidat. Donc là, ça fait partie effectivement des images de pré-campagne. Ça rapproche un petit peu les dirigeants des gens, puisque tout le monde peut s'identifier à quelqu'un qui participe à un match amical comme ça un jour, sur un terrain. dimanche, Tout le monde aime ça. un match de week-end, c'est ce qui Et peut en plus, servir. il est jeune, donc ça l'arrange plutôt. Ça peut. Passons maintenant à la dernière partie de cette émission. Vous le savez, c'est la partie des cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Je suis Arnold Mambouli, je suis au Congo depuis Brazzaville. Je suis l'émission, j'aime l'émission, je vous aime, je vous salue tous. Je suis avec mes amis, je suis avec mon copain, mon ami, Franche Ngoyi. On est ensemble, on est en train de suivre l'émission. Il y a mon ami Simplice. On donne un carton vert spécial à Karim Benzema, El Nebe, KB9 pour son retour, pour tout ce qu'il est en train de faire. Ciao Annie, bonne continuité d'émission, à la prochaine. Radio Foot, c'est Alassane Bari depuis la Guinée. Je donne un carton rouge au Sili national de Guinée pour leurs mauvaises prestations lors des qualifications de la Coupe du Monde 2022. Sur 12 points possibles, ils n'en ont pris que 3. Bougez-vous les gars. C'est Ngaka Lomé depuis la RDC et je m'en vais donner un carton vert à Eric Rabé-Santratana et à son équipe du Madagascar pour avoir infligé une défaite honteuse à la République démocratique du Congo et par la même occasion pour avoir obtenu les 3 premiers points ô combien précieux dans ces éliminatoires pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Je trouve que son travail est en train de payer pour le moment. C'est Michel Outanda depuis la République démocratique du Congo. Mon carton est un carton vert adressé à l'équipe du Danemark qui a décroché son ticket pour Qatar 2022. Carton vert à cette équipe qui a su se remobiliser même après l'incident survenu lors du dernier Euro. Merci et bon café des sports à tous. Mamadou Sen, Dakar, Sénégal. Je donne un carton rouge à France Football pour l'absence d'Edouard Mendy dans la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or. Ça, c'est honteux. Mon carton, il est vert à l'endroit de Rafinha, le joueur international brésilien qui fait les beaux jours des Leeds et qui vient de mettre un doublé avec le Brésil. C'est quelqu'un dont on ne parle pas trop, mais depuis qu'il est parti des Rennes, vraiment, il a pris une autre dimension. Donc, carton vert à lui, c'est d'Olivan Gardin depuis Dakar, au Sénégal. Voilà, big up à vous et bonne suite des programmes. Moi, c'est Benjamin depuis Kara au Togo. Mon carton est de couleur verte aux éperviers du Togo pour leur victoire face au Congo. Après 6 ans, 1 mois sans victoire à l'extérieur, ils ont brisé cette malédiction. Pour moi, tout le mérite revient au coach Duarte qui, en peu de temps, commence à faire un travail formidable. Merci. Salut Radio Foot International. C'est Guess Oswald depuis le Congo-Brazzaville. Je donne mon carton rouge aux Diables Rouges du Congo qui ne savent pas pourquoi ils jouent au football. Quel match de la honte contre le Togo. Carton rouge, les Diables Rouges du Congo. Moi, c'est Georges, je vous appelle de Londres. Mon carton, c'est carton vert. Pas pour Arsenal, comme Xavier le dit, mais c'est pour les Black Stars of Ghana. Black Stars of Ghana, qui ont allié 2 victoires successives avec une performance remarquable de Thomas Partey. Bravo aux enfants. Et puis, on a le nouveau coach maintenant, Milovan aussi, donc il y a la faveur. Et c'est pour dire à Rémi Ngono que, au Cameroun, là, ça va chauffer. On va mettre tous les lions dans la sauce. Tous les lions dans la sauce. Bonjour Café des Sports, c'est Abdoulaye depuis le Nord Cameroun. Je donne un carton vert à l'entraîneur Habib Beye pour ce début encourageant avec le Red Star Football Club ayant enregistré 2 victoires, 1 match nul et 1 défaite. C'est quand même un début encourageant pour cet ancien des Lions de Teranga. Bonjour à tous, c'est mon nom Mohamed Gaye depuis Touba, Sénégal. Aujourd'hui, c'est avec une grande tristesse
que s'adresse un carton vert à l'ancien international sénégalais qui a fait les beaux jours de la sélection sénégalaise, Joseph Koto, qui vient de nous quitter la nuit dernière pour son travail remarquable à la tête des sélections jeunes et locales sénégalais. Que la terre lui soit légère. Monsieur du football sénégalais que vous avez tous entendu dans Radio Foot, ancien ailier des Lions et ancien sélectionneur des équipes nationales du Sénégal. Et c'est lui qui avait lancé Sadio Mané la première fois chez les A. C'était en mai 2012. Alejandro. On a parmi tous ceux qui nous envoient des cartons et des messages sur la page Facebook, je récupère celui de Benito del Pierre Lawson qui a été impressionné par nos commentaires élogieux sur les performances et les séries d'invincibilité du Brésil et de l'Argentine. Alors il dit, n'oubliez pas le Togo qui vient d'enchaîner 2 matchs sans défaite. Donc voilà son carton pour l'équipe togolaise. C'est comme tous ceux qui nous envoient des vidéos et des cartons chaque semaine. Beaucoup d'humour, beaucoup de détachement et aussi beaucoup d'informations. Xavier, votre carton aujourd'hui, quelle couleur? Oui, rouge, moins d'humour, effectivement, parce qu'on a évoqué déjà la semaine dernière la situation à Furiani, le drame de Furiani il y a presque 30 ans maintenant. Et donc, il y a eu beaucoup de victimes, 19 décès, plus de 2000 blessés, effectivement. Et depuis 30 ans, bien, ces gens-là ont pu continuer à mener leur vie. Je pense particulièrement à mes collègues qui étaient de France Football et de l'équipe. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Là, on apprend cette semaine qu'il y a une loi qui vient d'être adoptée par le Parlement et qui va interdire en France la tenue de match le 5 mai. Pour respecter la mémoire pour respecter la mémoire 29 ans après les fêtes. Donc, pourquoi est-ce qu'on prend cette décision tout d'un coup, ça se faisait pas tout le temps. Non, mais ça se faisait même, ça n'a aucun sens parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va se retrouver avec un calendrier qui est déjà assez compliqué à gérer, où on ne pourra plus faire de match professionnel le 5 mai en France. Donc cette année, c'est pas très grave parce que c'est un jeudi. Mais l'année prochaine, ce sera l'année suivante, en 2023, ce sera un vendredi. Et en 2024, dernière année, ce sera un dimanche. Ce sera un dimanche, dernière année du contrat télé actuellement. Donc comment on va faire? Le football professionnel est déjà assez dans difficulté actuellement à cause de la crise sanitaire, à cause de la difficulté des droits télé. Et là maintenant, on se met en plus une balle dans le pied en interdisant au football professionnel de jouer à une date où normalement il y a la fête du football. C'est peut-être bien aussi de respecter la mémoire des Pour respecter victimes. La mémoire, il fallait faire comme ça, c'est déjà fait ces dernières années. On met un brassard noir, on respecte une minute de silence et on est sur le terrain et c'est une meilleure façon de leur rendre hommage. Donc carton rouge à cette loi et aux sénateurs qui l'ont voté. Rémi? Ah bon, les fans de ma page... carton vert, ce sont les fans de ma page Facebook Rémi Ngono qui a dépassé quand même 1 million d'abonnés cette semaine. Bravo, voilà. Nous, on va vous rattraper bientôt. On est presque à 700 000. Oh là là, venez derrière moi. Bon, de toutes les façons, ils ont adressé un carton vert à Paulo Duarte. C'est-à-dire que le sélectionneur des éperviers du Togo, parce qu'il faut se dire que la situation était catastrophique avec ces éperviers-là et que cette fois-ci, le Togo quand même a réussi à battre les Diables Rouges par, voilà, même si le Togo ne part pas à la Coupe du Monde. Au moins, on va se rappeler que quand le Togo allait à la Coupe du Monde, c'était en 2006, en battant justement les Diables Rouges. Et maintenant, ils repartent. Ils ne partent pas à la Coupe du Monde, mais sortent quand même par la grande porte. Ça peut leur porter chance. Et voilà. Alejandro? Rapidement, carton vert à Sergio Agüero qui devrait faire enfin ses débuts avec Barcelone ce dimanche face à Valence. On l'attend depuis longtemps et ce sera son retour en Liga plus de 10 ans après avoir quitté les championnats espagnols avec l'Atlético Madrid. Donc espérons en tout cas pour les Barcelonais que ses débuts soient de bon augure et permettent au Barça de lancer enfin sa saison. Le carton de Radio Foot est vert et il va aux légendes du football marseillais qui ont répondu à l'appel de Didier Drogba et à celui de l'UNICEF. 30 000 personnes au Vélodrome pour offrir de l'argent pour améliorer l'accès à l'éducation pour les enfants de Côte d'Ivoire. C'était la fête, Karine Galli en a témoigné hier dans Radio Foot International. Et c'est la fin de ce Café des Sports. Merci beaucoup, messieurs, d'y avoir participé. À la semaine prochaine. Merci à tous. Nous ne sommes pas sur cette planète pour ignorer le monde qui nous entoure. Nous sommes là pour le parcourir et découvrir toutes ses merveilles.
Parce qu'au travers de nos expériences, nous nous dépassons. Les voyages ont le pouvoir de façonner notre monde. Parce qu'ils nous permettent de nous épanouir. Avec plus de 30 enseignes et une multitude d'expériences, quelle sera votre prochaine destination ?